bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce mercredi 11 juin 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Washington intensifie la pression pour un accord de paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. À cet effet, il invite le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais pour la désescalade et la stabilisation de la région. Patrick Abeli-Félix nous en parle. Les États-Unis d'Amérique obligeraient le Rwanda de retirer ses troupes de l'Est du Congo avant la signature d'un accord de paix entre deux pays. Selon nos confrères de l'agence Reuters, citant le conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, les USA souhaiteraient un accord de paix soit finalisé à environ 2 mois et résoudre un conflit dont les racines remontent il y a plus de 30 ans. Le projet d'accord de paix élaboré par les USA n'est pas une simple déclaration de principe signée par les 2 ministres des Affaires étrangères lors d'une cérémonie à Washington au mois d'avril dernier sous les auspices du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les 2 parties répondraient à toute préoccupation de sécurité dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'autre. Rappelons qu'après la prise des villes de Goma et Bukavu, les rebelles de l'AFC M23 ont été soutenus par l'armée rwandaise. Selon plusieurs rapports, environ 12 000 hommes ont rejoint la coalition rebelle pour combattre contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Crimes graves et massifs commis à la prise et l'occupation de Goma et Bukavu. Nous sommes là dans le nord qui vous parle, les ADF M23, janvier-avril 2025. C'est l'intitulé du document récemment publié par le Mécanisme national de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba, révélant les massacres commis par les groupes rebelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un commentaire de Patricia Molengo Mbolekuni. Dans un document publié au mois d'avril dernier, le Mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a peint un tableau sombre sur le massacre à l'est de la République démocratique du Congo perpétré par les rebelles du mouvement du M23 de la période allant du 26 janvier au 16 février 2025, précisément à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et à Bukavu, dans le Sud Kivu, ainsi que ses environs. Le rapport du MNS révèle que des milliers de Congolais ont été tués et violés. Ces massacres ont occasionné des milliers de personnes déplacées et ont trouvé refuge dans différents milieux qu'elles ont estimé vivre un peu dans la paix et la quiétude. L'occupation sanglante et meurtrière de villes de Goma et Bukavu a été causée par de nombreux groupes dont certains ne sont pas identifiés, de groupes armés, y compris de groupes étrangers tels que le RDF M23 soutenu par le Rwanda et les rebelles nationaux comme AFC, rapporte le document du MNS. Il ressort de l'analyse des faits documentés que les actes délibérément commis par le RDF M23 sont des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et potentiellement de crimes de génocide selon les normes du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que les actes portant atteinte à la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression de crimes de génocide. Par conséquent, le MNS rappelle que la lutte contre l'impunité constitue la pierre angulaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, lesquels engagent tous les signataires à s'abstenir de tout soutien aux groupes armés, à promouvoir la coopération régionale, à mettre fin à l'ingérence dans les affaires internes des États voisins et à respecter l'intégrité territoriale. Ces documents se veulent donc un acte de vérité, un outil de plaidoyer et une exigence de poursuite en justice de tous les auteurs de 10 crimes qui n'ont fait que endeuiller la population congolaise. Puis à l'Assemblée nationale, le député national Justin Ndayishimiye a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au ministre des Mines qui l'accuse d'être
en intelligence avec le 123 AFC. Selon cet élu du peuple, le ministre des Mines dispose d'assez de leviers pour empêcher que le minerai de la République démocratique du Congo continue d'alimenter les caisses du Rwanda et du 123 AFC. Ces propos ont été recueillis pour vous par Rafat Kachunga. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans les mains de l'ennemi, que l'exploitation de nos mines par les Rwandais, c'est devenu comme si c'est légal. Donc, ça nous inquiète de voir que le ministre des Mines, il ne fait rien. Il a plusieurs moyens par lesquels il peut quand même saisir la communauté internationale pour mettre fin à cette exploitation, même à l'exportation de nos minerais vers les Rwandais. Les sociétés légalement connues par notre gouvernement qui sont aussi impliquées dans cette fraude minière. Par exemple, je peux vous citer la Sogecom, c'est une entité de traitement basée légalement à Goma depuis des années, mais fort malheureusement, qui serait impliquée jusqu'aujourd'hui dans l'exploitation illégale de minerais. Donc, une société qui n'a jamais, malgré la prise de la ville de Goma par l'M23, mais cette société n'a jamais arrêté ses activités. Pas seulement qu'il exploite, mais qu'il serait aussi soupçonné parmi les multinationales qui financent aussi cette rébellion. Toutes les entités à Goma ont été pillées par l'M23, à part seulement cette société. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi le ministre des Mines ne peut pas prendre une mesure même provisoire, bloquer ou bien retirer l'agrément de cette société en attendant que les enquêtes soient faites. C'est pour cela que j'ai saisi notre bureau en passant par la question orale avec débat. Aujourd'hui, notre bureau devrait aussi inviter le ministre des Mines pour qu'il puisse passer, expliquer. Alors que la République démocratique du Congo cherche à retrouver la paix dans sa partie est à Kinshasa, l'on assiste à un combat judiciaire musclé entre Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation. Le premier récuse le second qui sollicite de l'Assemblée nationale l'autorisation de la poursuite pour motif de détournement des fonds publics alloués pour la construction d'une prison à Kisangani. Que retenir de cette affaire? Plus de détails dans ce dossier qui nous propose Sylvain Kapombo-Bosengele. Un bras de fer s'observe depuis un temps à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, entre deux autres personnalités judiciaires, en l'occurrence Constant Moutamba, ministre de la Justice, et Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation. Ces derniers avaient sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale l'autorisation d'instruction à l'encontre du patron de la justice qui l'accuse de détournement d'un montant de 19 millions de dollars américains sur un total de 39 millions destinés à la construction d'une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Ainsi, le ministre de la Justice a comparu par 2 fois à l'office du procureur général et a présenté ses moyens de défense qui, du reste, n'ont pas convaincu le magistrat instructeur qui est passé à une vitesse de croisière. Lundi 9 juin 2025, le procureur général a de nouveau déposé son réquisitoire à la Chambre basse du Parlement, sollicitant officiellement d'elle l'autorisation cette fois-là des poursuites judiciaires à l'encontre du ministre de la Justice. Les explications avancées par le ministre lors de ces différentes auditions n'ont pas permis d'infirmer les accusations portées contre lui, mais ont plutôt renforcé la conviction de mon office sur son intention manifeste de détourner des fonds publics, a soutenu Firmin Vondé dans son réquisitoire. Et d'ajouter, l'instruction menée à ce jour et après l'audition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a permis de dégager d'autres évidences que nous aimerions porter à votre connaissance et qui, dans leur concordance et leur gravité, ont motivé notre retour devant votre chambre, a renchéri le procureur général dans les 10 réquisitoires. Réponse du berger à la bergère, le patron de la justice RD congolaise qui a brillé de son absence au 3e rendez-vous lui fixé par les magistrats instructeurs n'a pas trouvé d'autre moyen d'étouffer cette démarche, si ce n'est que de récuser le procureur général ainsi que tous les magistrats de son office.
En effet, dans sa correspondance, le garde des Sceaux a fondé sa démarche sur pied de l'article 59 de la loi numéro 13/011/B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le ministre Moutamba a fondé sa récusation sur un intérêt personnel du procureur général dans cette affaire, ainsi qu'une inimitié qu'il attribue à sa lutte contre les antivaleurs dans la justice. À en croire Constant Moutamba, la démarche du parquet relève de la partialité, du règlement des comptes politiques et d'un conflit direct. Dans son argumentaire, le ministre d'État, ministre de la Justice, accuse le procureur général d'avoir fait obstruction à l'instruction judiciaire dans une enquête pour un achat de parcelles à Bruxelles et à un audit pour justifier les fonds alloués au fonctionnement des parquets et d'avoir mis en place un dispositif de vengeance à son encontre. Qui a tort? Qui a raison? Seul l'avenir nous le dira. Mais il faut dire qu'une fois que l'autorisation des poursuites soit accordée au procureur général près la Cour de cassation par l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice sera obligé de présenter sa démission conformément à l'article 166 alinéa 2 de la Constitution. Parlons politique dans ce journal. La proposition de Martin Fayulu de créer un camp pour la patrie suite à sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suscite des réactions au sein de la classe politique congolaise. Présentée comme une réponse à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, cette initiative est perçue par une frange de l'opposition comme un instrument de division et rallonge de la majorité plutôt qu'un vecteur d'unité nationale. Suivez. Le concept camp de la patrie se veut être un élément catalyseur pour la mobilisation citoyenne en République démocratique du Congo. Il incarne non seulement les serments collectifs à contrer la division interne des citoyens et la soumission à des forces extérieures, aussi pour la dénonciation de toute complicité ou ingérence des puissances étrangères et pays qui menaceraient la stabilité nationale. Cependant, cette démarche initiée par le président décidé Martin Fayulu Madidi est loin de faire l'unanimité et se heurte à des vives critiques au sein de la classe politique congolaise. À l'opposition, par exemple, certains acteurs perçoivent cette démarche comme une opportunité de rallonger la majorité présidentielle et renforcer les pouvoirs de Félix Tshisekedi et s'en passer de l'union sacrée pour la nation. Alors que les vrais problèmes, base de l'insécurité dans l'est du pays où une partie est sous occupation de la coalition rebelle AFC M23, soient zappés. Nonobstant, ce revirement est considéré comme stratégique pour s'aligner sur des agendas particuliers après avoir adopté une posture d'opposition farouche. C'est à l'instar de Martin Fayulu. Le président de l'ECD qui a rencontré le président Félix Tshisekedi ne suit pas de critiques. Si l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 et 2023 appelle les Congolais à l'unité pour faire face à la guerre d'agression, il propose tout de même ses alternatives. Le camp de l'ancien président Kabila, pour lui, estime que ce rapprochement est un revirement opportuniste, mettant en lumière un accord tacite entre Tshisekedi et Fayulu. Par ailleurs, le camp de la patrie représente un idéal de cohésion sans réalisation. Il est mis à l'épreuve par des dynamiques du pouvoir et de leurs acteurs. Et au Lolaba, ouverture par le chef de l'État de la 12e session de la conférence des gouverneurs au Lolaba, placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». Cette rencontre met en lumière les avancées diplomatiques du pays, notamment sa position sur la scène internationale, ainsi que les défis à relever et les efforts à consentir pour renforcer la santé publique en vue de réduire les inégalités sociales et régionales à travers tous les territoires nationaux, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails avec Mondi Kouyala. C'est sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces » que la 12e session de la conférence des gouverneurs a été déclarée ouverte à Kolwezi dans la province du Lualaba par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la somptueuse salle de congrès. C'est mardi 10 juin 2025.
Les présidents du Sénat, la première ministre chef du gouvernement, ainsi que les membres de son gouvernement, les 26 gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales. Première à prendre la parole, Marie-Thérèse Masuka Saini a remercié les chefs de l'État pour avoir choisi la province du Lualaba afin d'abriter ses assises. Elle a également félicité les thèmes choisis qui reflètent l'engagement envers la santé avant de saluer l'engagement du chef de l'État dans le retour de la paix dans la partie orientale en proie de l'insécurité rwandaise. Au nom de tous les gouverneurs, Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, a présenté les mémos des gouverneurs dans lesquels il dénonce plusieurs irrégularités, notamment la non-application des mesures adoptées lors de la dernière session à Kalimi, telles que la caisse des péréquations, la rétrocession de 40%. Il a également formulé des propositions et recommandations signées tous les gouverneurs présents à ces assises. Exprimant sa gratitude à la population lualabaise pour l'accueil chaleureux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé son admiration pour les cadres somptueux qui accueillent la 12e conférence des gouverneurs. Il a ensuite passé en revue les défis auxquels son régime a été confronté, notamment la gratuité des soins maternels et néonatals instaurée depuis septembre 2023, qui a permis de prendre en charge à plus de 2 millions d'accouchements et de réduire la mortalité et d'éliminer les pratiques de séquestration des femmes et des nouveau-nés. Le premier citoyen de la République a également invité les gouverneurs à élaborer des stratégies afin de réduire les inégalités sociales. À cette occasion, les ministres de la Santé publique a salué et remis des diplômes de reconnaissance aux 3 provinces, Tanganyika, Olomami et Lualaba, pour leur disponibilité à financer et à accompagner la vaccination des enfants à travers la République. Il est à noter que la conférence des gouverneurs organisée à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, se tient du 10 au 13 juin 2025. Restons au Lualaba pour vous parler de l'inauguration le mardi 10 juin 2025 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la CENI en présence de plusieurs notables dont le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima et la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka. C'est un reportage signé Patricia Bassom. À Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, c'est sous un soleil éclatant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 10 juin 2025 à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Un bâtiment flambant neuf, érigé au numéro 518 de l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala. Une infrastructure moderne de 2 niveaux, comprenant 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt et des installations sanitaires autonomes. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État de renforcer les institutions publiques, en particulier celles chargées d'organiser les élections. Et pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, ce bâtiment est bien plus qu'un siège administratif. C'est un gage de stabilité institutionnelle et un acte concret d'adhésion à la vision du chef de l'État. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima, a mis l'accent sur la valeur stratégique du bâtiment dans un tout. Tous les services de la CENI sont désormais regroupés sous le même toit. Cette inauguration, rappelons-le, intervient quelques heures après l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs, laquelle a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un moment hautement symbolique alors que la République démocratique du Congo continue de faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, particulièrement dans sa partie Est. Conçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour donner accès à tout Congolais aux soins de santé de qualité, le programme Couverture Santé Universelle connaît plusieurs problèmes aujourd'hui. Plusieurs formations sanitaires ont suspendu les activités de la gratuité de la maternité et des nouveau-nés. Les travailleurs dénoncent un retard dans les paiements des salaires et le non-financement des autres activités irrélatives. C'est un reçu de Pascal Lokolo.
Face aux défis liés notamment à l'insuffisance voire l'inexistence des infrastructures de santé dans les régions reculées en République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a placé la couverture santé universelle parmi les priorités de son deuxième mandat. Ce projet n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable en des soins de qualité. Dans son engagement, le président Tshisekedi a lancé en 2023 la gratuité de la maternité et des nouveau-nés. À Kinshasa, comme dans d'autres villes du pays, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge et 50 000 nouveau-nés, malades ou prématurés ont bénéficié des soins. Environ un an après le lancement de ce projet, l'on enregistre des graissements des dents dans plusieurs formations sanitaires qui dénoncent les retards de paiement des salaires et les non-financements pour répondre aux besoins de la population. Au centre de santé Mokole de Kinshasa, par exemple, toutes les activités liées à la gratuité des maternités sont suspendues. Réagissant sur cette question, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, appelle les médecins au calme tout en promettant une réponse favorable. Ces médecins ont pourtant accordé une semaine au gouvernement, faute de quoi ils iront en grève et suspendront la gratuité dans les hôpitaux. Notez que depuis son lancement, la couverture santé universelle est opérationnelle dans 14 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Faisons un tour à l'Assemblée provinciale du Kasaï central où les 5 membres du bureau de cet organe délibérant visés par des pétitions ont été officiellement destitués de leurs fonctions le mardi 10 juin 2025. Suivez. Du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central ont été démis de leurs fonctions ce mardi 10 juin 2025 à l'issue d'une séance plénière présidée par les bureaux d'âge de cet organe délibérant. Tout a commencé avec l'appel nominal fait par l'honorable Jean-Paul Bambi, rapporteur du bureau d'âge, question de vérifier le quorum de sièges. Sur 34 députés provinciaux qui comptent cette assemblée, 19 ont répondu présent lors de cette séance plénière. Malgré la motion incidentielle soulevée par l'honorable Bob Kayombonyoka demandant à ses collègues députés de donner le temps aux membres du bureau visés par les pétitions de présenter leurs moyens de défense, l'Assemblée, quant à elle, a décidé d'examiner cette pétition. Sont des chiffres et des fonctions des membres, des personnes dont les noms à l'égard des fonctions. Honorable Louis Daniel, président, honorable Kango Patrice Noël, vice-président, honorable Niaya Anaké, rapporteur, honorable Mazata Jean, rapporteur adjoint, honorable Mangata Nkedi Justin Kester. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution. Pour l'instant, c'est l'honorable Stéphane Mwanda, président du bureau d'âge, qui continuera à présider les séances plénières en compagnie de CD Benjamin jusqu'à l'organisation des prochaines élections devant mettre en place un nouveau bureau légitime et définitif de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Restons au Kasaï central, plus précisément dans la ville de Kananga où il y a eu des vives tensions le lundi 9 juin 2025 dans la matinée autour du recouvrement forcé de la Direction générale des recettes du Kasaï central DGRKC sur le document de bord des engins roulants, bouclage contesté par les conducteurs de moto appelés communément Ouéwa. Suivez. Le lancement du bouclage par la Direction générale de recettes du Kasaï central, DGRKC, ce lundi matin a suscité une vive contestation dans la ville de Kananga de la part des conducteurs moto communément appelés Wewa. Cette opération de recouvrement forcé, pourtant annoncée le week-end dernier après une caravane de sensibilisation menée dans toutes les 5 communes de la ville de Kananga par la DGRKC, vise à contraindre les détenteurs d'engins roulants à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Les documents exigés sont entre autres la plaque, vignette, patente, taxes de spécialisation ainsi que les contrôles techniques. Mais cette initiative n'est pas du goût des motards
motards qui ont envahi le riz dès les premières heures de ce lundi 9 juin 2025. Malgré l'intervention de la police pour calmer la situation, la tension a perduré jusqu'aux environs de 11 heures. Pour trouver solution à cette crise, le DGA de la DGRCAC, John Kabeya Kabeya, a eu un échange direct avec le motard devant son bureau de travail. Ce dernier a accepté les revendications des taximens et leur a accordé un délai supplémentaire de 45 jours afin que ces derniers s'acquittent et même de leur devoir fiscal. Une décision sage, saluée par tous les motards qui ont accepté de s'acquitter à cette obligation fiscale dans les délais avant de libérer toutes les riz et vaguer librement à leurs occupations. Jean-Pierre Kabangou est l'un des manifestants. Pour l'instant, la ville est calme. Toutes les routes libérées, la paix est revenue grâce au dialogue entre le directeur général adjoint de la DGRCAC ainsi que les motards. Complétons l'actualité par des journaux parus ce mercredi en juin 2025 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Pascal Lokolo. Réagissant aux attaques formulées contre la Cinco, Monseigneur Cholet demande à Jean-Pierre Bemba de publier les preuves de ses allégations, titre à sa une Forum des As. D'après les quotidiens, dans une mise au point ferme et sans langue de bois, Monseigneur Cholet recadre point par point les affirmations de Jean-Pierre Bemba. C'est avec beaucoup de sacrifices, en dépit d'énormes difficultés logistiques et financières, que nous avons mené nos activités, a rappelé les prélats précisant que la Cinco reste ouverte à tout contrôle. Sans faux fiant, nous sommes prêts à recevoir l'inspection générale des finances pour vérifier toute notre comptabilité, a-t-il martelé, relais le journal. Et dans un autre registre, le quotidien titre à sa une. Avant la signature d'un accord entre Kinshasa et Kigali, Washington exige le retrait des troupes rwandaises. D'après ce quotidien, décidément, les taux se resserrent contre le régime de Kigali, accusé d'avoir envoyé 7 000 en 12 000 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo pour soutenir les rebelles du M23 AFC. De plus en plus, les mensonges du Rwanda ne passent plus, conclut le journal. Séparons-nous avec les standards FO qui revient sur cette information. Lors de son audience et à la commission de l'Assemblée nationale, le directeur général Fabrice Lucinde de la SNEL a éclairé la lanterne des députés nationaux. D'après le journal, face aux députés membres de la commission présidée par la députée Caroline Bemba, le DG de la Société nationale d'électricité a livré une présentation structurée de l'état de la société qu'il dirige, abordant plusieurs axes essentiels. Il a notamment exposé les efforts consentis dans la gestion des ressources humaines, la production, la distribution ainsi que les difficultés rencontrées par l'entreprise publique dans l'accomplissement de sa mission de service public. Et voilà tout pour la revue de presse. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal au nom d'Angèle Kisekou, chef d'édition et qui a coordonné en même temps ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour information demain 7, 10, 12 heures. Pascal Lokolo sera là pour vous informer à 16 heures. Patricia Moine sera là pour le compte du journal en lingala. Quant à moi, je vous retrouverai à 19 heures pour le compte de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout la paix du Christ dans vos familles. Merci et au revoir.